Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab pour ce nouvel épisode de T'as vu, le magazine étudiant présenté et réalisé par les étudiants en master de journalisme. Alors au sommaire, il est midi, on va donc parler nourriture et plus précisément cuisine moléculaire avec Julie Goujon et Éléonore Sinoquet. Culture avec une visite guidée par Camille Roland et Julie Cavuet, mais aussi une exposition à l'Art2Be Gallery avec Victor Bastard et Pierre Gau, pour finir avec l'agenda et notre invité animateur sur Énergie. Et on commence tout de suite avec un job dating qui a eu lieu hier au cœur du campus de l'Université catholique de Lille. Florian Lambert, Gaspard Dalle et Adrien Kiliko s'y sont rendus. Voici les images. Bonjour à tous, nous sommes ici à la chapelle de l'Université catholique de Lille. Ici, pas de date, pas de rendez-vous amoureux. Non, c'est plutôt un Tinder du travail, un coup de foudre entre les entreprises et les étudiants. C'est parti. Nous voici en compagnie de Stéphanie Bédier. Stéphanie Bédier, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre rôle ici particulièrement ? Alors, je m'occupe des relations entreprises pour la FGES et je co-dirige le Career Center avec Denis Simon. Et là, aujourd'hui, on organise le job dating des facultés de l'Université catholique de Lille. Alors justement, le job dating, en quoi ça consiste ? Le principe, c'est que les entreprises ont des besoins de stagiaires et nos étudiants ont besoin de trouver des stages et de l'alternance. Donc l'objectif, c'est de les mettre face à face en fonction de leurs besoins. Donc il y a un système d'inscription, c'est-à-dire que les entreprises m'envoient les offres avant, les étudiants choisissent les offres qui les intéressent en fonction de leur parcours et de leur projet professionnel et bénéficient du coup d'un créneau de 15 minutes d'entretien avec les entreprises. On est avec Victor, étudiant au Rhizome. Peux-tu nous expliquer, Victor, pourquoi es-tu là ? Alors je suis là parce que je suis en recherche d'un stage. Je suis au Rhizome en Master 1 Digital Commerce. Et donc on nous a proposé des offres autour du web pour lesquelles nous voulons postuler pour un stage et l'alternance l'année prochaine. Vous avez trouvé votre bonheur ? Oui, j'ai trouvé mon bonheur. Chez Happy Chic, pour être alternance en chef de produit. Qu'est-ce que tu espères au sein de ces entretiens que tu as passés aujourd'hui ? J'espère décrocher un deuxième rendez-vous en entreprise. Après on verra. Stage, CDI, CDD ? Stage dans un premier temps et après pour emmener sur l'alternance l'année prochaine, donc au mois de septembre. Nous sommes en compagnie de Denis Simon qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Denis Simon. Bonjour. Quelle est la notion de motivation pour une entreprise de venir ici au job dating ? En fait c'est assez simple, quoi. En un après-midi, elles vont pouvoir, elles peuvent voir jusqu'à 12 candidats sur un seul après-midi. Il y a une forme de concentration assez sympa. Et quelque part, pour elles, c'est rapide. L'entretien dure 20 minutes. Elles vont présélectionner des gens qui sont plutôt pas mal, niveau L3 minimum, Master 1, Master 2. Et derrière, pour elles, elles gagnent du temps, quoi. Pour savoir si vous avez eu des recrutements déjà faits aujourd'hui ou c'est vraiment la détection de profil pour l'instant ? On est vraiment sur la détection de profil, on a des annonces, on a des postes à pourvoir en stage ou en alternance et du coup c'est l'occasion de rencontrer et d'anticiper les besoins, soit pour avril, soit pour dans quelques mois. Et à votre avis, c'est bien parti aujourd'hui ? Oui, c'était plutôt bien parti, ils sont bien préparés et en tout cas ils ont bonne connaissance, on voit qu'ils se sont renseignés sur l'entreprise et du coup c'est agréable. Avez-vous un chiffre à nous donner ? Parce que l'on enquête un petit peu sur les données chiffrées des étudiants qui vont se faire prendre en stage après l'entretien. Est-ce que vous avez un retour des entreprises par rapport à ça ? Elles vont recruter au moins la moitié sur leurs offres d'étudiants de chez nous. Donc c'est plutôt pas mal, mais je peux me tromper. Peut-être qu'on est sur du 3/4, c'est tout ce que je peux souhaiter. Je ne pense pas qu'on soit à 100%. Faut pas rêver. Mais on est au moins à la moitié, si ce n'est peut-être aux 3/4 ou aux 2/3, j'en sais rien. Je vous avoue que ce serait intéressant. Faudrait demander à Stéphanie quelles sont mais c'est une vraie question. C'est la fin de la journée ici au job dating, un vrai bonheur pour les étudiants qui pourront peut-être trouver une alternance après leurs études, mais également pour les entreprises qui pourront peut-être dégoter quelques petits talents. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle édition. On accueille tout de suite Florian. Bonjour Florian. Bonjour Valentine. Alors le job dating, qu'est-ce que c'est ? Alors le job dating, c'est 50 entreprises qui se sont installées hier à la chapelle de l'Université catholique de Lille, juste en bas, et qui accueillent des étudiants qui pouvaient postuler pour des stages, des alternances, ou même pour des CDD, des CDI pour les plus talentueux d'entre eux. Et du coup, Denis Simon parlait de 600 élèves Alors, en fait, présents. il parlait, donc il y avait 50 entreprises qui étaient invitées. Il y a à peu près en moyenne, ce qu'il nous confiait, 12 rendez-vous
en moyenne par étudiant, par entreprise, pardon. Donc ça ferait 600 étudiants, et quand on lui demandait les chiffres, il nous disait que c'était plus de la moitié, ou même les 3/4. Donc alors 300 élèves du coup. Donc c'est pas mal, c'est un bonheur pour les étudiants qui pourront avoir une offre en entreprise après. Et ça marche vraiment ? Bah oui, il y avait énormément de monde, les étudiants étaient vraiment concentrés. On avait du mal à les interviewer, les formations également, parce que tous les 20 minutes, il y avait des rendez-vous. Donc c'était vraiment plein, quoi, pour le coup. Ils étaient vraiment concentrés, ils voulaient décrocher ce job. Et je pense que ça marche parce qu'il y avait vraiment beaucoup de rendez-vous, 300 élèves retenus, c'est vraiment énorme. Donc c'est un bonheur pour les étudiants. Et ça concerne tous les étudiants ? Alors ça concerne majoritairement les masters du RISOM, donc qui font la gestion d'entreprise et le management d'entreprise. Mais c'était ouvert à tous les étudiants de l'Université catholique de Lille. Donc pas les externes ? Non, pas les externes. D'accord. Et il est midi passé, on commence à avoir faim et ça tombe bien. Éléonore Sinoquet et Julie Goujon sont allées à la rencontre de Philippe Bello, chef et restaurateur en cuisine moléculaire. Au sein de l'auberge du Forgeron à Seclin, le chef Philippe Bello dirige une brigade de 7 personnes. Au nord de Paris, il est le seul restaurateur à utiliser la cuisine moléculaire dans sa carte. Autodidacte, il a débuté la cuisine à 30 ans. Aujourd'hui, il est devenu un incontournable de la gastronomie française. Pour mieux comprendre, nous l'avons rencontré. Vous êtes l'instigateur de cette cuisine moléculaire au nord de Paris. Pour vous, ça s'explique comment, le fait qu'il y ait très peu de restaurants qui fassent du moléculaire ou des techniques moléculaires ? Alors, c'est une curiosité pour moi parce que quand j'ai commencé la cuisine moléculaire, je pensais que j'étais en retard. Et puis finalement, au final, c'est moi qui ai commencé tout seul, sans les copains. Donc, je n'ai pas d'explication. La seule explication que j'ai, c'est la chance d'avoir été autodidacte, d'avoir eu moins d'expérience que mes collègues. Et le fait de ne pas avoir cette expérience m'a permis, au contraire, d'aller vers autre chose que je n'aurais pas pensé à faire si j'avais été à l'école comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est le moléculaire, entre guillemets, les produits, les techniques phares, un peu scientifiques, limite ? Alors, la cuisine moléculaire, avant toute chose, c'est l'œuvre d'un chimiste Hervétis qui a essayé de décrypter ce qui se passait dans la casserole. Donc, le fait de mieux connaître les produits, mieux connaître les réactions de la casserole, la cuisine moléculaire, c'est simplement ça, et ça permet de mieux cuisiner. Pour vous, pour finir, la cuisine moléculaire, est-ce que ça réinvente la gastronomie française, ou est-ce que c'est une cuisine à part entière ? Alors, elle a réinventé effectivement la cuisine, non seulement française, mais mondiale. Elle a fait bouger les lignes, comme elle a fait bouger les lignes il y a 40 ans, la nouvelle cuisine avec Michel Guérard et autres. Et ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est qu'en fait, la cuisine moléculaire est en train de se faire absorber par la cuisine traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait la cuisine moléculaire. En effet, la cuisine moléculaire est aujourd'hui très accessible. L'utilisation du siphon, par exemple, en est la preuve, mais cette technique reste quand même propre aux professionnels. Le chef nous montre la technique de sphérification inversée. Le principe, plonger dans un bain d'agine, un liquide, en l'occurrence du yaourt. Le produit va gélifier le yaourt. Cela donne donc une bille gélifiée à l'extérieur qui, lorsqu'on la croque, donne un cœur fondant. Pas si simple, mais très insolite. Amateur d'originalité, vous n'y serez pas déçus. C'est Éléonore Sinoquet. Bonjour Éléonore. Bonjour Valentine. Alors cette sphérification inversée, vous y avez goûté ? Alors oui, j'y ai goûté. Alors au risque et péril, parce que la sphérification inversée de yaourt, vraiment excellente. Enfin, c'était vraiment particulier. On a vraiment le goût du yaourt qui ressort en fait. Limite d'autres plus que si on mangeait un yaourt normal. Par contre, j'ai goûté aussi la sphérification inversée à d'olive et là, personnellement, c'était pas une bonne expérience. Non, c'était très particulier. Plus l'impression en fait comme de boire une cuillère d'huile d'olive et c'était pas terrible, voilà. Oui, effectivement, je peux comprendre. Et du coup, il n'y a qu'un seul restaurant au nord de Paris qui exerce dans la cuisine moléculaire. Pourquoi ? Alors ça, c'est même le chef Philippe Bello avait du mal à comprendre pourquoi, parce que lui, c'est un autodidacte, donc il a commencé la cuisine seulement à 30 ans. Enfin, c'est très tard, surtout dans ce monde-là, en fait, de cuisine. Et ben non, quand il est arrivé dans le Nord, en fait, il a ouvert son restaurant et il a vu que après Paris, en fait, la limite, c'est vraiment Paris au-dessus. Il n'y a aucun autre resto qui fait de la cuisine moléculaire. Alors, il en existe un, c'est pas un restaurant, donc c'est un bar qui fait des cocktails moléculaires. Donc, on a l'azote liquide, donc ça fume de partout. C'est assez impressionnant, assez marrant. Mais sinon, non, c'est le seul à faire vraiment, on va dire, de la gastronomie française avec la technique moléculaire. Et c'est un grand mystère. Donc, peut-être que c'est pas encore trop à la mode. La mode, elle n'est pas encore trop montée de Paris, mais pourtant, à Paris, ça se fait énormément. Donc,
on espère peut-être dans les années à venir qu'il y en ait plus, que ça se diversifie un peu plus. Et vous parlez de sphérification inversée et d'azote liquide. On peut le faire, nous, ce genre de choses, ou il faut vraiment des instruments particuliers? On peut le faire. Déjà, le gros souci, c'est vraiment d'acheter les produits. C'est une technique qui coûte quand même relativement cher. Après, voilà, tout amateur de cuisine et ceux qui aiment cuisiner peuvent s'essayer. De toute façon, on a tous au moins un siphon dans notre cuisine. Et ça fait partie d'une des techniques de cuisine moléculaire qui s'est démocratisée en fait, avec le temps depuis ces dernières années. Mais pour l'instant, l'azote liquide, ça reste encore très peu utilisé chez les particuliers. Et pareil pour tout ce qui est donc, algine, gluco, etc. C'est encore des techniques qui restent propres aux professionnels, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et natif de Lille, ce reportage s'adresse également à vous. Julie Cavuet et Camille Roland ont participé à la visite guidée des 3 places de Lille. On regarde. La place Riour, la Grande Place et la place du Théâtre regorgent de secrets, mais vous êtes encore très peu à les connaître. C'est pourquoi l'Office du tourisme de Lille propose des visites guidées chaque mercredi midi, baptisées Lille de place en place. D'après les personnes qui s'inscrivent, ce sont des personnes qui connaissent déjà Lille, veulent approfondir un peu leurs connaissances. Et par exemple, là, nous sommes sur la place Riour, où se trouvait l'ancien palais des Ducs. Mais beaucoup de personnes ignoraient que Voltaire a fait représenter une de ses pièces de théâtre ici dans cette place, dans un théâtre qui s'appelait Théâtre de la Vieille Comédie. Akine, guide conférencière depuis de nombreuses années, est une passionnée et aime révéler aux visiteurs des éléments historiques et anecdotes sur les monuments lillois. Ils aiment voir les monuments, voir ce qu'ils ne connaissent pas, vous voyez. Et puis ils aiment aussi les anecdotes, bien sûr, comme tout visiteur. Tout le monde ignore, vous voyez, qu'il y avait des palais successifs, que ce que vous voyez là, c'est-à-dire la chapelle qui nous reste, est finalement la partie la plus ancienne, qui est une partie médiévale, mais ensuite il y a eu 2 autres palais successifs. Et de même pour la Grande Place, elle a évolué, elle a changé. Et ainsi on peut lire beaucoup mieux, connaître et apprendre comment s'est développée notre ville. S'attardant sur l'architecture des édifices, Akine évoque aussi les spécificités de ces places. La place Riour, la particularité, c'est cet immense espace que vous voyez autour de vous. En fait, c'était la cour intérieure du château, du palais, le palais des Ducs. Ce jour-là, les visiteurs semblaient ravis et intéressés de découvrir l'île d'une autre façon. D'autres visites sont d'ailleurs prévues au sein de la Chambre de commerce et d'industrie et au campus des arts et métiers jusqu'en mars. En plateau. Alors Julie, cette visite, c'est juste touristique? Alors au début, quand je me suis rendue effectivement à l'Office du tourisme, je pensais qu'on allait être avec un groupe de touristes. Et au final, on s'est retrouvé avec un groupe de personnes qui étaient originaires de la région. Donc comme quoi les Lillois et les personnes donc, de la région des Hauts-de-France peuvent aller participer à ces visites guidées de l'Office du tourisme. Donc c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, oui. Et ça se passe comment? Alors en fait, ces visites sont organisées sur le temps de pause déjeuner. Donc on donne rendez-vous aux personnes intéressées à 12h30 à l'Office du tourisme. Elles payent leur place, donc c'est 5 € la visite, donc c'est quand même accessible à tout le monde. Et normalement, la visite dure environ 45 minutes. Donc on commence par la place Riour, ensuite la Grande Place et après la place du Théâtre. D'accord, merci beaucoup Julie. Et culture maintenant avec une exposition sur le street art, un reportage de Victor Bastard et Pierre Gau. En plein cœur du Vieux-Lille, Art Oubli Galerie a une histoire atypique. Une famille passionnée d'art décide de reprendre le lieu il y a 5 ans. Aujourd'hui, la galerie accueille l'exposition Be From The Street, consacrée au street art. Avec 5 artistes mondialement reconnus, dont Shepard Fairey. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cet Américain s'est grandement investi dans la campagne de Barack Obama en 2012 en dessinant ses affiches de campagne. L'art populaire n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. C'est un effet de mode, et puis aussi c'est une visibilité aussi qui s'offre nouvelle dans la rue. Avant, les gens ne voyaient pas obligatoirement l'art, on ne voit pas obligatoirement de l'art tous les jours, tout le monde ne va pas au musée, tout le monde ne va pas voir les expositions, notamment dans les galeries. Donc, alors que l'art urbain, lui, il l'a affiché différemment, il l'a montré directement devant nos portes ce que les gens faisaient. Et donc après, oui, tout de suite, on a vu quelque chose quelque part, on le revoit, c'est comme tout, c'est comme la pub. De toute façon, ça a commencé par le street art qui après est venu dans les galeries. Aujourd'hui, c'est plus obligatoirement vrai, il y a des artistes qui développent directement les deux en même temps. On peut très bien commencer à peindre sur toile, comme autant le faire sur les briques à Lille. Et pour autant, non, il n'y a pas obligatoirement de rôle par rapport à tout ça. C'est vraiment la vision de l'artiste, de lui qui décide ce qu'il a envie de faire.
Certains artistes sont donc engagés, comme Shepard Fairey, alors que d'autres non. C'est le cas de Jana et JS. Ce couple franco-autrichien s'inspire de leur quotidien et de l'espace urbain. Comparé aux autres œuvres, le style est particulier. La technique différente, l'art urbain recoupe en réalité une multitude de tendances. Voilà, en fait, on donne aujourd'hui que le nom d'art urbain, comme on pourrait donner que le nom d'art contemporain. Mais en fait, non, c'est plein de branches différentes, plein de manières différentes d'aborder. Et c'est aussi ce qu'on voit dans cette exposition, c'est que ce soit par la recherche d'abstraction, par une technique très graphique au niveau de la sérigraphie, ou alors une approche assez géométrique, ou notamment une technique du pochoir. On peut vraiment aborder très différemment l'art urbain et s'exprimer de manière très différente. Si on prend vraiment le mot contemporain, contemporain ça veut dire actuel, ça veut dire maintenant. Donc à la limite, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'art contemporain. Après, c'est juste mettre des sous-cases par rapport à certaines choses, parce que l'art urbain s'identifie réellement. Après, il y a plein d'artistes qui créent encore aujourd'hui, donc qui sont artistes contemporains, mais qui par contre sont aussi contemporains que quelqu'un qui fait du street art, que quelqu'un qui va faire de l'art un peu singulier, de l'art un peu brut, de l'art un peu différent, et voilà. L'exposition est visible jusqu'au 5 mars, l'entrée est gratuite, donc aucune excuse pour ne pas y jouer. Et on accueille tout de suite Pierre et Marine. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, du street art en galerie, Pierre, c'est pas un peu atypique ? Non, en fait, c'est une continuité des choses. L'art urbain, ça a commencé bien sûr dans les rues, mais au fait, devant sa popularité et le fait qu'il soit plus considéré comme vandale, et du coup, cet art il a accédé aux galeries, et puis voilà, et le lieu est vraiment agréable. Là, entre la lumière, le parquet, il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage, et puis l'exposition montre que l'art urbain, faut pas réduire ça à quelque chose de vandale ou de graffiti avec des tags ou fait à la bombe. Il y a vraiment une diversité dans cet art. Ça peut être fait, il peut y avoir un peu, ça peut s'inspirer de l'impressionnisme, du cubisme. C'est ce que nous expliquait Hugo dans le reportage. Faut pas tout confondre en fait. D'accord. Et vous connaissiez certaines œuvres avant d'y aller ? Je connaissais pas les noms. Mais j'ai reconnu l'affiche d'Obama, celle de Shepard Fairey. D'accord. Et cet artiste, il est toujours dans l'actualité, puisque le jour de l'investiture de Barack Obama, il a fait des nouvelles affiches du même type que celles qu'on a vues dans le reportage, où en fait on voyait une jeune fille voilée avec un foulard qui était aux couleurs des États-Unis. Le jour de l'investiture de Trump. C'est ça. Et puis, comme titre, il avait mis We the People. C'était, au fait, c'est les premiers mots de la Constitution américaine. D'accord, merci beaucoup Pierre. Et si le street art ne vous parle pas, Marine vous a concocté un petit programme pour ce week-end. Bonjour Marine. Bonjour Valentine. Alors qu'avons-nous au programme ? Alors tout d'abord, si jamais vous êtes fan de chocolat, de confiserie, etc., il y a à l'île Grand Palais le salon Choco & Co. Donc ce week-end, à partir d'aujourd'hui jusque dimanche. Le thème de cette année, c'est le Palais des Merveilles. Alors durant le salon, vous aurez beaucoup d'événements, notamment des défilés, avec des robes en chocolat. Pierre, si ça vous intéresse, samedi, il y a même l'ancienne Miss France Camille Cerf qui sera présente. Voilà, je vous le dis comme ça. Piquant, voilà. C'est pas sympa de nous parler nourriture alors qu'il est midi et qu'on n'a pas encore mangé. Et vous aurez aussi une démonstration de chefs pâtissiers et des concours. Il faut savoir que l'entrée est à 7 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et alors, je peux vous proposer aussi une exposition, c'est à l'Atelier Galerie A3, qui expose donc Fanny Laurent et Éric Bourdon. Alors, Fanny Laurent, c'est une sculptrice, en fait, qui crée des œuvres à la surface assez écorchée, qui révèlent pas mal d'émotions. Et Éric Bourdon, quant à lui, il peint donc des œuvres improvisées. Il trace vraiment des lignes au hasard et ça rend au final des peintures pleines de vie et de couleurs. Il faut savoir que le vernissage, c'est ce soir à 18h30 si vous voulez rencontrer les artistes. Et c'est à découvrir donc rue de Saint-Genoix à Lille jusqu'au 11 février et l'entrée est libre. Et ensuite, j'ai une belle... Une exposition Non, un bon moment à passer, on va dire. Voilà, je vais y arriver demain. Avec l'association Le Défi de Fortuné, qui propose en fait une course demain à 9h au quai de la Citadelle pour lutter contre les cancers pédiatriques. Donc c'est au choix, on peut courir 5, 10, 15 ou 20 km. La participation se fait sur réservation ou sur place, c'est 5 € et tous les fonds récoltés seront reversés au CHR Oscar Lambré. Voilà, c'est une belle action, c'est le mot que je suis. Ouais. Voilà. Et ensuite, vous avez ce soir, c'est un concert au biplan, donc des sourds y dansent vendredi. C'est un groupe assez folk qui mêle de la contrebasse, de l'accordéon, de la clarinette, du saxophone et des percussions. On a un extrait.
Tu me fais la même coiffure. Pardon. Tu me fais la même coiffure. Écoutez, de quoi mettre un peu de vie aussi dans son week-end et puis passer un bon moment. Et enfin, si jamais vous avez été trop longtemps au salon du chocolat, par exemple, vous pouvez faire un stage de Aoukai à Lille. Donc on a une vidéo, si ça peut vous donner une idée. Donc voilà, un stage que vous pouvez pratiquer samedi, soit de 10h à 12h30 ou de 14 à 16h. Le but, c'est de renforcer la puissance de votre corps, comme il l'explique. C'est rue Paul Ramadier à Lille et c'est ouvert à tous, que vous soyez débutant ou expérimenté. Je ne sais pas quel est votre niveau, Pierre. Vous me regardez, donc je pense que je suis assez bon. Et les tarifs sont entre 25 et 45 euros. Je crois que je préfère le chocolat quand même. Merci à tous les deux. Et avant d'accueillir notre invité, qui est animateur sur Énergie, ça tombe bien, on est passé au Salon de la Radio à la Villette la semaine dernière. On regarde tout de suite. Au Salon de la Radio, qui s'est tenu du 29 au 31 janvier à La Villette, on a trouvé un concours implicite de qui a la plus grosse console, mais également beaucoup d'animateurs et de stands, dont celui de Médiamétrie, agence de sondage en charge des mesures d'audience en radio. Il y a différentes techniques d'enquête en fait. Si on est dans le cas de la radio en particulier, depuis des années, on a mis en place des études qu'on appelle déclaratives, qui sont basées sur des échantillons de personnes qu'on interroge au téléphone. Mais on peut aussi mesurer le flux. Là, on ne saura pas forcément qui est en train d'écouter, mais on saura à la seconde près savoir s'il y a des pics d'audience sur une diffusion en streaming audio. Après, vous avez une déclinaison des études au niveau national, vous avez des études régionales, locales. Alors, je crois qu'il y a deux intérêts pour les radios avec lesquelles on travaille. C'est d'abord un intérêt éditorial, c'est-à-dire de connaître son public, savoir ce qui plaît. En fonction des études, on va plus ou moins dans le détail, mais je dirais on a vraiment des critères, ce qu'on appelle sociodémographiques, c'est-à-dire le sexe, l'âge, l'activité. Ça permet de mieux qualifier ce qu'on appelle son auditoire. Et puis vous avez un usage évidemment publicitaire, puisque tout le marché publicitaire valorise ses écrans et les spots en fonction des tranches horaires qui elles-mêmes sont valorisées en fonction des performances de chaque tranche horaire. Voilà. Plus il y a d'auditeurs, plus le spot a de la valeur, plus je le vends cher. Pour faire monter leurs audiences, les plus jeunes animateurs viennent chercher des conseils auprès des plus expérimentés. Je suis animateur de radio, je suis le premier à dire ne parlez pas longtemps et je n'aime pas parler longtemps à la radio. Un bon animateur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va savoir en très peu de temps faire passer quelque chose qu'un autre n'aurait pas fait forcément passer. C'est un peu la problématique des jeunes animateurs, c'est qu'aujourd'hui ils veulent être en fait ce qu'un animateur a passé 20 ans à faire. Eux ils veulent être tout de suite ça. Un animateur ça se fait avec le temps, c'est comme une bouteille de vin quoi. Le seul jugement il vient des auditeurs. Ou en tout cas des sondages médiamétrie, etc. C'est un truc très important, je pense, en radio, et peut-être qu'on partage ça, il faut être humble et fier. En fait, il faut savoir bomber le torse. Quand, par exemple, alors nous, en fait, tous les 3 mois, on a ce qu'on appelle les audiences qui tombent, les sondages médiamétrie. Quand les chiffres sont bons, faut pas faire les malins, entre guillemets. Il faut savoir bomber le torse et rester humble. Il faut être fier de ce qu'on fait, du travail qu'on produit. Il faut être fier des équipes avec qui on travaille, puis surtout les auditeurs, parce qu'en soi, si on est là, c'est uniquement grâce aux auditeurs. C'est pas parce qu'on offre machin, c'est pas parce que notre boss a dit là, vous êtes là, machin. S'il n'y avait pas les auditeurs, aujourd'hui, on serait pas là. Donc il faut rester humble, mais on peut rester humble tout en étant fier. Je réalise Camille Combal le matin, du coup, sur Virgin. Ça consiste en gros toutes les musiques que vous entendez, les petites musiques, même quand on parle en fond, à envoyer les pubs, à envoyer du coup les titres. En gros, moi j'ai une espèce de grande table avec plein de boutons et quand j'appuie dessus, ça envoie les titres. En gros, j'habille un peu la matinale avec plein de sons. Genre si on parle d'animaux, je vais mettre 30 millions d'amis. Mais la radio, ce n'est pas qu'une voix, c'est également tout un habillage essentiel pour fonder l'image de la station. I go a lot to the radio stations and present them with the sound of pure jingles and try to, make them crazy about our sounds and our hopefully renewing concepts, innovating concepts to make every station sound like a person. A radio station should have a personality. We call it stationality. And one of the ways to communicate that is through a jingle package that will reflect the brand values of the radio station. Le Salon de la radio, c'est donc 3 jours pour comprendre le fonctionnement de vos stations, mais également l'occasion de rencontrer les contacts nécessaires pour mettre un pied dans un milieu encore très fermé.
Et on accueille tout de suite Fabien. Bonjour Fabien. Salut Valentine. Donc vous êtes animateur sur Énergie. Médiamétrie, ça vous évoque quoi? Médiamétrie, c'est l'organisme qui s'occupe d'appeler chaque jour des gens en France en leur demandant quelle radio ils écoutent. Et c'est en fonction de ça qu'on va savoir plus ou moins combien de personnes vont nous écouter et surtout qui va nous écouter. Et ça permet de faire un classement des radios et comme vous le disiez très bien dans le reportage, ça permet de valoriser un spot et de pouvoir vendre ce spot à des annonceurs locaux ou nationaux. Et donc les sondages des radios locales sont tombés lundi. Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, on a monté sur une vague, donc en fait on prend sur un an, parce que les habitudes d'écoute sont différentes selon les saisons, selon les mois. Du coup, sur un an, nous on est en progression. On est deuxième radio musicale ici à Lille. C'est Skyrock qui est première radio musicale et RTL première radio ici à Lille. C'est beaucoup de stress ces sondages? C'est du stress, oui et non, parce qu'on fait toujours ça par passion, donc qu'importe les chiffres, on sera toujours à fond derrière le micro parce que c'est ce qui nous fait avancer. Mais les chiffres, c'est sûr que c'est motivant de voir que le travail paie. Mais justement, on essaie de tout faire pour que ça aille mieux. Et vous êtes animateur, réalisateur, donc en quoi ça consiste? Exactement. On l'a vu dans le reportage justement avec Robin. C'est-à-dire qu'on va gérer toute la partie qu'on ne voit pas forcément et qu'on entend. C'est-à-dire qu'en gros, pareil, on a une console. Et c'est-à-dire que je vais réaliser, donc je vais envoyer tout ce qui est jingle, toutes les musiques, toutes les pubs, tout ça, tout est envoyé à la main. C'est-à-dire que tous les enchaînements sont travaillés à la main. Il y a certaines radios qui vont utiliser des ordinateurs et tout automatiser à la journée. Nous, on a fait le pari de garder des hommes derrière pour avoir cette patte artistique et garder ce côté humain finalement. Ok, et c'est un reportage assez concernant puisque nous sommes en études de journalisme et ça a été dit et répété pendant tout le salon de la radio. La radio, c'est un milieu fermé. Comment on rentre dans ce milieu-là? Il y a plusieurs façons de rentrer. Il y a des écoles de radio qui sont très formatrices parce qu'on est en contact de professionnels. Il y a des professionnels qui travaillent sur de grosses radios, sur Europe 1, sur de grosses radios, tout type confondu. Ça peut être très bien pour le coup quand on ne sait pas vers qui se tourner parce que ça va nous apporter des conseils et puis on va être formé sur le matériel qui est utilisé sur les grosses radios. Il y a une autre manière aussi d'y rentrer, celle que j'ai choisie, c'est de la radio associative, c'est de la web radio chez moi. À 14 ans, j'avais mon petit micro chez moi dans ma chambre et je kiffais parce que j'étais tout seul, mais je racontais des conneries, mais j'étais trop content. Et c'est au final le fait de bosser, d'enfoncer certaines portes, aller au culot, et se forger l'expérience en bouffant du micro, comme on dit dans le milieu. Et les contacts, c'est essentiel dans ce milieu-là? C'est essentiel parce que c'est ce qui va nous faire rentrer, parce que c'est un petit milieu, donc tout se sait vite. Mais l'école de radio reste quand même un bon élément formateur. D'accord, merci beaucoup Fabien. Merci. Et c'est déjà la fin de ce T'as vu. Vous pouvez retrouver les épisodes sur les pages Facebook et YouTube du Media Lab. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.